Masson se voit contraint de laisser les affaires à Montréal et revenir à Terrebonne pour protéger sa famille qui habite le vieux manoir, ainsi que la population divisée entre les patriotes et les loyalistes. Joseph Masson voulait être en mesure d'assurer la sécurité des siens et des loyaux du village. Les deux magistrats de Terrebonne ont enfin leur mandat d'arrestation contre les chefs rebelles. C'est donc avec l'aide de policiers de Montréal qu'ils arrêtent le jeune Éloi Marié, qui ironiquement sera maire de Terrebonne plus tard. Il appert que Charles-Guillaume Bouc, Édouard Pascal Rochon, Léon Leclerc, Antoine Rousseau, Paul Gravel, Alain Saint-Louis, Joseph Barrette, Philippe Foucault, tous de la cité de Terrebonne, sont accusés de haute trahison et que ces personnes ont fui la justice et attendu qu'il est expédient et nécessaire à la dite administration de la justice et à la sécurité du gouvernement de Sa Majesté en cette province qu'un si grand crime ne reste pas impuni, Sa Majesté et son Conseil ont jugé à propos de faire sortir cette proclamation et requièrent tout sujet affectionné de Sa Majesté en cette province et leur commande de découvrir, prendre et appréhender les 10 coupables et les amener devant un juge désigné pour conserver la paix. Tous ceux et celles qui les protégeront d'une façon ou d'une autre seront aussi dans le crime. Pendant ce temps, aux frontières américaines, Robert Nelson et les Patriotes regroupés avancent dans le comté de la Prairie. C'est alors qu'une colonne de réguliers de l'armée britannique, accompagnée de volontaires, disperse les insurgés à Beauharnois et incendie le village. Dans tout le sud-ouest du Québec, on met le feu aux maisons et aux granges, on vole le bétail. Des familles dépossédées sont abandonnées dans la nuit glaciale devant leurs maisons en flammes. À Terrebonne, les deux magistrats, Alfred Turgeon et Alexander Mackenzie, dirigent une dizaine de policiers venus de Montréal vers la maison de Bouc. Au matin, pendant que la milice anglaise parcourt la côte de Terrebonne pour désarmer les habitants, les patriotes qui s'étaient retirés du village la veille y reviennent en grand nombre. Ils installent un campement et un quartier général à la maison de Bouc, et à la fin de la journée, ils seront une centaine. Au manoir Masson, les loyalistes sont inquiets. Le lendemain, après plusieurs discussions, les deux parties finissent par s'entendre sur le libellé d'un traité. Malheureusement, les autorités anglaises de Montréal décidèrent que ce document était sans valeur parce que le gouvernement n'était pas engagé officiellement. Même Joseph Masson, qui témoigne au procès en faveur des chefs patriotes de Terrebonne, est suspecté par les autorités. 2 mois plus tard, les 6 chefs patriotes de Terrebonne sont tous arrêtés, accusés de haute trahison, emprisonnés et condamnés à mort. Joseph Masson occupait des postes importants avant le soulèvement. Les gens croient qu'il peut intervenir auprès du gouverneur militaire. On lui envoie des lettres. Puis, du fond de leur cachot, les prisonniers lui écrivent. Édouard Pascal Rochon écrit au sujet d'une requête en sa faveur et lui demande d'intervenir. Et Charles-Guillaume Bouc, plus pessimiste, lui déclare « Mon sieur, je prends la liberté de vous adresser quelques lignes pour vous troubler une seconde fois.
mais j'espère que vous serez assez bon pour accorder ma demande. Je me trouve dans une grande misère, je n'ai aucun secours de ma famille ni d'amis pour me soulager dans ma détresse. Je vous prie de bien vouloir m'envoyer une couple de piastres pour me procurer des provisions. En faisant ceci, vous obligerez indéfiniment celui qui s'est mis sous votre protection. Mais j'espère que vous parlerez pour moi aux autorités. Heureusement, grâce à une intervention de Joseph Masson, ils purent bénéficier d'une diminution de peine et être libérés sous caution. Sauf Charles-Guillaume Bouc et Édouard Pascal Rochon, qui eux furent condamnés à l'exil en Australie. En 1839, le rapport Durham recommande que le Haut et le Bas-Canada soient réunis en une seule province, qui pourra ainsi devenir majoritairement anglophone et marginaliser la population canadienne-française qui n'aura d'autre choix que l'assimilation linguistique et culturelle. Finalement, il suggère le retrait des libertés accordées à ce peuple, sans histoire ni culture, afin d'éliminer la possibilité de rébellion future. Exilé en France, Louis-Joseph Papineau réagit au fameux rapport. La thèse voulant que le conflit ait été principalement celui de deux groupes ethniques est reçue comme une insulte. Papineau précise que plusieurs chefs patriotes étaient d'origine britannique. Il ajoute également qu'un soulèvement s'était produit dans le Haut-Canada, là où la population était homogène et anglophone. Ceci l'amène à conclure que les Canadiens n'ont aucune justice à espérer de l'Angleterre, que pour eux, la soumission serait une flétrissure et un arrêt de mort, tandis que l'indépendance, au contraire, serait un principe de résurrection et de vie.